comme pour Odyssey, Odyssey n'a pas fermé le compte de Russia Today, il existe toujours, mais vous avez besoin d'un VPN. De la même manière que tout ce qu'il y a sur Rumble existe toujours, et il vous faut soit un VPN, soit un moyen qui est indiqué donc par ce tutoriel que j'ai mis en ligne. En gros, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'équivalent de Google ou Internet Explorer qui s'appelle Brave. Donc vous téléchargez Brave, vous ouvrez et vous ouvrez en haut à droite un onglet Tor. Dans l'onglet Tor, vous écrivez rumble.com et vous avez de nouveau accès à Rumble et au programme de Russia Today ou bien sûr à la chaîne Stratpol qui existe toujours. Voilà. Sinon, je suis très content parce que on est largement, rien que sur ma chaîne Odyssey et sur Rumble, on doit frôler à chaque fois les 150 000 vues. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont repris mes programmes. Donc que ce soit sur Russia Today, l'échiquier mondial, ou que ce soit nos bulletins, et que vous les mettez sur d'autres supports, YouTube, Odyssey, Rumble, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça, il faut faire circuler. Le régime ne pourra pas nous courir éternellement les uns contre les autres. Petite remarque, puisqu'on parle de la censure d'Emmanuel Macron, cette censure précisément sur Russia Today, alors bien sûr, il y a un sens vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que le discours qui est tenu par le régime qui est en gros celui du général Yakovlev, ou plutôt Dourakovlev, c'est comme ça que je vais l'appeler désormais, bien est celui donc du régime, et il faut empêcher toute analyse originale et indépendante, donc c'est pour ça que il faut censurer. Mais il y a une autre raison aussi, à mon avis, qui pousse Emmanuel Macron à s'attaquer à Russia Today, c'est le souvenir des Gilets jaunes. Pour ceux qui étaient dans la rue, et j'en faisais partie au moment des Gilets jaunes, en fait, Russia Today était une des rares chaînes françaises qui pouvaient aller dans la rue au milieu des manifestants, qui d'ailleurs étaient souvent très appréciés par les manifestants parce qu'ils ne mentaient pas sur la réalité de ce qui s'y passait. Alors que toutes les autres chaînes du régime, BFM TV, LCI, et toute la presse gauchiste écrite, c'est-à-dire tous les médias de grand chemin, eux étaient obligés de se cacher au bout de quelques actes parce qu'en fait les gens les prenaient pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la presse officielle du régime, des agents du régime d'Emmanuel Macron, et donc après ils étaient obligés d'aller sur les toits des immeubles sur les Champs-Élysées pour pouvoir filmer parce que personne ne voulait les voir dans la rue à nos côtés. Donc je pense qu'une des raisons également de cette attaque contre Russia Today de la part d'Emmanuel Macron, c'est la peur en fait de ces mouvements sociaux qui vont apparaître en France à cause de la guerre qu'Emmanuel Macron mène contre la Russie, la sale guerre, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Voilà, ça c'était en aparté, mais rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le constatez, je publie cette vidéo avec un peu de retard. Normalement, c'est soit mardi, soit mercredi, mais j'ai attendu jeudi parce qu'il se passait des choses à Kherson et que, évidemment, je voulais en faire état. Donc voilà, je suis désolé pour ce retard. Je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier. Commençons cependant par quelques nouvelles économiques. La Russie est devenue, en mois d'octobre, le premier exportateur de pétrole vers l'Inde. Donc ceux qui espéraient, et on se souvient des articles du début vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, comme quoi la Russie faisait trop confiance à ces pays pour remplacer le marché occidental, eh bien, visiblement, ces analyses économiques ont été aussi fausses que les analyses militaires, puisque ce n'est pas le cas. La Russie a trouvé en New Delhi un importateur fiable et, a priori, si on en croit les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères indien, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La Chine aussi, évidemment, en profite beaucoup, notamment par les livraisons par la route maritime du Nord. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une de nos vidéos, cette route alternative qui passe par l'Arctique, qui est beaucoup plus courte pour la Russie pour aller vers l'Asie. Donc de ce côté-là, tout va bien aussi. Puisqu'on parle de pétrole, eh bien, on a appris aujourd'hui que la Russie s'apprête à baisser sa production de 14% au mois de décembre en raison du début du plafonnage des prix donc, qui est imposé par l'Union européenne. Donc Vladimir Poutine l'avait annoncé, il préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à un mauvais prix. Donc la baisse est prévue de 14%, ajoutée aux 2 millions de barils en moins qui ont été décidés par l'OPEP+, c'est-à-dire en gros par l'Arabie Saoudite et la Russie, on en a déjà parlé, eh bien ça va entraîner une augmentation des prix du pétrole et ça aura deux conséquences. La première, c'est qu'a priori la Russie maintiendra tout de même un revenu tout à fait raisonnable de ses exportations de pétrole. Et deuxièmement, ça va augmenter bien sûr le prix de l'essence à la pompe. Et ça, je ne suis pas persuadé que Bruno Le Maire et la République en col roulé s'en soient vraiment aperçus. Donc, affaire à suivre en tout cas. Puisqu'on parle de pays partenaires de la Russie, eh bien parlons de la Turquie. La relation entre la Turquie et
La Russie, et devrais-je dire entre Vladimir Poutine et Recep Erdogan, est excellente. Vladimir Poutine avait dit récemment qu'on pouvait travailler avec Erdogan, que c'était quelqu'un qui était exigeant dans la négociation, mais qu'une fois que sa parole était donnée, eh bien, elle était fiable. Et Erdogan vient de lui rendre la politesse en disant à peu près la même chose, que Vladimir Poutine était quelqu'un de fiable. Tout ça sur le fond du début d'organisation des échanges économiques entre les deux pays en monnaie locale, c'est-à-dire soit en rouble, soit en monnaie turque. C'est déjà le cas pour 25% du gaz russe qui est livré à la Turquie. Rappelons que la Russie est un gros fournisseur de gaz à la Turquie. Il y a déjà 2 gazoducs, et dont un qui sert également à approvisionner le Balkan Stream, qui monte, comme son nom l'indique, le long des Balkans jusqu'à la Hongrie et sans doute à terme jusqu'à l'Autriche et pourquoi pas jusqu'à l'Allemagne, puisque tant que Berlin n'aura pas décidé de désigner l'auteur de l'acte terroriste qui a fait sauter Nord Stream 1 et 2, je ne pense pas que la Russie décide de réparer les gazoducs. Mais il y a d'autres échanges entre la Turquie et la Russie, notamment il y a du tourisme, il y a des produits agricoles spécifiques donc, qui sont livrés par la Turquie à la Russie, et donc que ça contribue à la dédollarisation. Encore une fois, Recep Erdogan joue le rôle que je voudrais voir jouer à la France, c'est-à-dire puissance d'équilibre, qui est capable à la fois de livrer des Bayraktar à l'Ukraine, même s'ils ne servent pas à grand-chose, d'acheter des S-400 à la Russie, voilà, d'être une puissance d'équilibre comme la France aurait dû l'être si elle avait été dirigée par le général de Gaulle et pas par Emmanuel Macron. On pourrait également parler de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Mais ça, eh bien, je viens de tourner l'émission pour Russia Today, l'échiquier mondial, pas plus tard qu'hier. Donc ça devrait être en ligne dans une semaine. Mais là aussi, c'est très intéressant parce que, comme vous le verrez, l'Allemagne, tout simplement, se bat désormais pour la survie de son industrie, pour qu'elle évite d'émigrer soit aux États-Unis, soit eh bien, tout simplement de disparaître avec toutes les filiales qu'il y a en Europe, en Pologne, en France. Je ne sais même pas si les Polonais se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire à ce sujet. En tout cas, très intéressant la démarche de Scholz. Ne manquez pas ma prochaine émission sur Russia Today France en ayant un VPN et en allant sur Odyssée, sur la chaîne de Russia Today. Passons maintenant aux choses militaires. La première remarque que je voudrais faire, c'est l'apparition d'un drone très intéressant sur le champ de bataille. On avait parlé du drone d'origine iranienne, le fameux Géranium, donc qui est un drone qui va frapper sur des cibles fixes, qui est programmé, qui ne peut pas être dirigé, qui coûte très peu cher et qui est donc extrêmement efficace et qui est en train de contribuer à détruire tout le système électrique ukrainien. Les Russes ont également déployé un drone de leur propre fabrication. On en avait également parlé dans notre vidéo sur les drones, qui s'appelle le Lancet, donc qui est un drone suicide. C'est exactement le genre de matériel que j'aime bien et qui est fait pour les guerres de haute intensité parce qu'il n'est pas cher et qu'il peut être produit en masse. Et a priori, les Russes ont commencé à le produire en masse et à l'utiliser en masse. Donc c'est un drone qui est produit par Kalachnikov. La version initiale avait 1 à 2 kg d'explosifs, donc ce qui m'avait laissé dubitatif pour ceux qui se souviennent. Mais là, ils ont mis une version à jour avec 5 à 6 kg d'explosifs et c'est quand même plus sérieux et ça donne d'excellents résultats, y compris sur des chars, y compris sur des systèmes anti-aériens. Ces 2 dernières semaines, tous les jours on a des vidéos des Lancet en train de s'abattre sur les équipements de l'armée otano-kievienne. Donc c'est un véritable succès. Encore une fois, c'est pas cher, moteur électrique et avec une autonomie suffisante pour 70 km, c'est exactement ce qui convient. Et là, contrairement au Géranium, qui va plus loin, mais là, il est guidé, il y a une caméra. Donc voilà, bon matériel, révélation, encore une fois. Ce qu'on attendrait bien voir du côté russe, puisqu'il y a quasiment plus de DCA côté ukrainien, ce serait des drones équivalents du Bayraktar, le fameux drone Orion. Mais comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, pour la production de drones russes, la guerre a commencé un an trop tôt, en fait, parce que même si ils ont quasiment toute la gamme de drones disponibles, eh bien, la production en série n'a pas encore commencé. Il faudra peut-être demander à Erdogan de livrer des Bayraktar. Encore une fois, les Bayraktar n'ont pas aidé Kiev parce que la Russie a une très bonne DCA, mais aujourd'hui, Moscou peut utiliser n'importe quel véhicule volant. Les Kieviens ne pourront pas faire grand-chose contre eux. Voilà sur le Lancet. Pour continuer sur le même sujet, prolongation des tirs stratégiques, dont des tirs de Géranium, contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Et ça commence à donner des résultats extrêmement sérieux et inquiétants pour les otano-kieviens. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, part d'une possible évacuation de 3 millions d'habitants, peut-être 800 000. Ça aussi, ça a été évoqué. Donc, de toute manière, toute la chaîne de logistique ukrainienne est extrêmement en grande difficulté. Et alors, chaque pays de l'OTAN essaie d'envoyer son système. Mais comme j'ai dit, tout ça n'est pas concentré, organisé. Ça va être extrêmement compliqué. Et ça, quoi qu'il arrive, que Kherson soit prise par les Kieviens ou pas, ça ne changera absolument rien. Ce bombardement stratégique est extrêmement efficace et contribue à faire de l'Ukraine un boulet chaque jour plus lourd pour les Occidentaux et pour les pays d'Europe en particulier, qui vont sans doute se prendre une nouvelle vague de migrants ukrainiens. Puisqu'on parle de l'OTAN, j'ai vu passer, merci à ceux qui me l'ont envoyé, vous êtes plusieurs, un article dans Mediapart sur la triste condition de nos soldats. Je crois que il y a des tankistes et des chasseurs alpins, de nos 700 soldats qui ont été envoyés en Roumanie et qui vivent là-bas, qui ont faim et qui ont froid, donc dans des conditions épouvantables. Donc vous vous rendez compte, ces 700 soldats dans un pays ami, et l'armée française n'est même pas capable de leur assurer une vie digne et une vie convenable. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les témoignages de nos malheureux soldats français, il y en a un qui a dit que l'armée française était envoyée en Roumanie pour faire peur, vraisemblablement faire peur à la Russie, et que finalement elle faisait pitié. Et malheureusement, il avait raison. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'a dit le général Dourakovlev sur, ça doit être comme d'habitude, sur LCI, où il a dit que l'armée russe qui faisait peur, désormais faisait pitié. Donc ça, bon, je ne vais pas revenir sur la méconnaissance à la fois de l'armée russe, son incompréhension complète du conflit qui est en train de se passer entre la Russie et l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ça, de toute manière, on le verra bien à la fin de ce conflit, au moment du partage du territoire ukrainien, mais surtout le mépris public avec lequel il en parle, qui est assez choquant. Donc ça nous fait notre gamelin de la semaine, évidemment. On peut rajouter également le colonel Goya, qui visiblement a pris la parole devant une délégation du Parlement français, ou je sais pas quoi, du sénatorial. J'ai rapidement écouté. Alors il dresse un portrait dithyrambique de la défense territoriale ukrainienne, en disant que c'est des gens avec de l'expérience. Et alors, visiblement, il ne sait absolument pas de quoi il parle. Ces bataillons, ces malheureux bataillons donc, de cette défense territoriale, en fait, se sont fait avoir. À l'origine, c'est une loi qui a été prise par Zelensky avant même que commence l'opération spéciale, où en fait, pour encourager les gens à s'inscrire, on leur a dit, écoutez, inscrivez-vous dans votre région et comme ça, vous pourrez participer aux opérations de défense dans la région. Ça nous aidera à organiser la défense du territoire ukrainien. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça. Et puis, quand l'Ukraine a commencé à manquer de soldats, c'est-à-dire quasiment immédiatement, ces unités qui sont un véritable Volkssturm, comme ce qu'on avait vu à l'époque de la chute du Troisième Reich, avec des vieux, des personnes qui n'ont jamais tenu une arme ou qui n'ont pas tenu une arme depuis très longtemps. C'est assez terrible d'ailleurs de les voir. Ça ne provoque pas aucune satisfaction. Enfin bon, c'est absolument pas des unités capables de combattre. En revanche, ils sont très nombreux. Ça a permis à Kiev, qui aujourd'hui, on verra, on est à sa 8e vague de mobilisation, d'envoyer par la masse des masses et des masses de soldats se faire massacrer, notamment et principalement par l'artillerie russe. Voilà ce que c'est que le Terra Baron, la mobilisation ukrainienne. Et c'est cette défense territoriale. Donc voilà, allez, un deuxième gamelin pour la semaine, le colonel Goya, mais il doit commencer à avoir l'habitude. Parlons un peu de la mobilisation. Alors, côté russe, les choses avancent, je dirais pas lentement, pas rapidement, mais normalement. D'après les chiffres qui ont été donnés par Vladimir Poutine, il y a 50 000 mobilisés qui sont déployés sur les opérations de combat, et 40 000 qui sont dans la zone des combats, mais qui sont encore en fin de formation. En tout, il y a eu 319 000 mobilisés. Pourquoi 19 000 en plus ? Parce qu'il y a toujours un recrutement de volontaires qui continue, d'ailleurs, en permanence. Et donc ceux qui restent, ça nous fait 239 000 sont encore en formation dans les régions russes où ils ont été mobilisés et seront envoyés dans les régions russes, donc sur le front.
Je pense que tout ça sera terminé fin novembre. Donc, si la Russie veut à ce moment-là se lancer dans une offensive d'hiver, comme nous l'espérons tous, eh bien, ça arrivera parfaitement à point. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ces conscrits sont payés 195 000 roubles par mois, ce qui représente 3 000 euros. Donc c'est quand même un excellent salaire, hein. Même pour Moscou, c'est pas mal du tout, hein. Avec la parité en pouvoir d'achat, vous pouvez toujours multiplier par 1,5, 2 ou 3, selon que vous soyez à Moscou ou en région. Je peux vous dire que 195 000 roubles, quand vous habitez dans une ville de région ou dans une ville moyenne ou à la campagne, c'est énorme. Donc visiblement, la Russie a les moyens de s'offrir cette armée et de payer ces gens-là qui vont risquer leur vie pour leur patrie comme ils le méritent. Côté ukrainien, comme je l'ai dit, on en est à la 8e vague de mobilisation. Les Ukrainiens espèrent lever 100 000 hommes pour essayer de combler les pertes qui ont été extrêmement importantes, hein. On va voir ce que je disais sur Kherson. Là, il faut le reconnaître, c'est une victoire stratégique de Kiev, mais une victoire à la Pyrrhus qui lui a coûté extrêmement cher du point de vue humain et du point de vue technique. Du point de vue humain, donc la conséquence, c'est cette 8e vague de mobilisation et également l'utilisation massive de mercenaires qui ne sont plus cette fois uniquement utilisés comme des formateurs ou des unités d'arrêt, hein. Notamment, il y a beaucoup de Polonais qui sont des unités d'arrêt et qui tirent dans le dos ou sur les soldats ukrainiens, notamment de ces pauvres de la défense territoriale, qui voudraient battre en retraite ou se rendre aux Russes. Désormais, eh bien, tous ces mercenaires sont utilisés sur le front. Selon le renseignement militaire russe, il y a des unités qui sont à 100% polonaises ou avec des contingents anglais. Il y a beaucoup de morts chez eux également. D'ailleurs, dans la presse américaine ou anglaise, il y a régulièrement encore une annonce d'un mercenaire mort, parce qu'en fait beaucoup, quand ils sont allés là-bas, on fait un peu c'est le mercenaire TikTok en fait, donc ce film en train de le faire, donc quand il meurt ça se voit, donc voilà, donc c'est vraiment cette vague de mobilisation traduit un effondrement de l'armée ukrainienne et également le fait que c'est plus l'armée ukrainienne mais l'armée, comme je l'appelle, otano-kievienne, avec des troupes de l'OTAN de plus en plus en part de plus en plus importante. On en a vu notamment récemment à Kherson. Voilà pour la mobilisation. Et maintenant, passons au sujet le plus important, c'est-à-dire l'abandon par l'armée russe de la ville de Kherson. Première chose, comme d'habitude, cela ne changera pas le résultat final de la guerre. La Russie l'emportera, les fondamentaux n'ont pas changé, du point de vue de la puissance militaire russe, de la puissance économique qui est même au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer quand on voit l'état de l'économie allemande et de l'économie française. Donc les fondamentaux n'ont pas changé, la Russie a en plus très peu de pertes, donc elle va l'emporter. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi les Russes ont abandonné cette ville qu'ils auraient pu tenir s'ils avaient voulu et qui aurait pu servir de tête de pont pour une offensive vers Nikolaïev et vers Odessa, puisque je pense que ce conflit s'arrêtera lorsque les Russes auront mis la main sur Odessa. Couper la mer Noire de l'Ukraine, en fait, la rendra définitivement inintéressante pour Washington. Et encore une fois, ce conflit se réglera entre Washington et Moscou. L'Ukraine, les Ukrainiens, les Kieviens, Zelensky, tout ça, Macron et Scholz n'ont aucune influence sur le cours des négociations. On va le voir. Plusieurs remarques par rapport à cet abandon de la ville de Kherson. Tout d'abord, c'est pour moi un véritable changement de civilisation. J'en parlais avec un de mes amis, un russe blanc, Vladimir, que je salue, et qui faisait également cette remarque, c'est-à-dire que pour la première fois, pardonnez cette expression, le matériel humain, c'est-à-dire le soldat russe, est au centre des préoccupations. La Russie ne veut pas se permettre des dizaines de milliers de morts, comme ce qu'on voit du côté kievien. Moi, c'est quelque chose que j'avais observé lorsque j'ai travaillé jusqu'en 2014, notamment pour le complexe militaire industriel, c'est-à-dire que j'avais pu discuter avec le commandant du GAP-2. Donc le GAP-2, c'est une structure au sein du ministère de la Défense russe qui décide de l'entretien et des nouveaux modèles de véhicules, et le général donc qui décidait du véhicule du futur, je l'interrogeais sur l'Armata, le futur char de bataille russe,
Et je lui dis, mais comment ça vous est venu cette idée de faire une cellule blindée devant avec les trois servants du char, l'équipage de trois. Ce qui fait qu'une tourelle téléopérée, ce qui fait que même si le char est détruit, l'équipage est sauvé. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit, mais l'armée russe ne peut plus se permettre de perdre des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, comme ça a été le cas pendant la Grande Guerre patriotique. Voilà. Donc ça, de toute manière, cette préoccupation de sauver à tout prix la vie du soldat russe, on l'a vu au moment de la contre-offensive ukrainienne dans la région d'Izium, et on l'a vu tout au long de ce conflit, et on le verra encore. Pour comprendre les décisions qui sont prises par l'état-major russe, c'est quelque chose que maintenant il faut avoir à l'idée, c'est-à-dire que là, c'est une priorité, c'est pour pas dire la priorité. Le deuxième chose, ça on l'avait déjà évoqué au moment de la contre-offensive dans l'Est, c'est que la Russie ne veut pas faire un Mariupol inversé, c'est-à-dire se partir dans un combat de forteresse, dans une ville, notamment où il y a encore des civils qui habitent, puisqu'il y a, je crois, 115 000 civils qui ont été évacués de Kherson, donc il doit en rester encore quelques dizaines de milliers qui peuvent encore être évacués. Et la Russie, contrairement à l'armée ukrainienne et surtout aux ukronazis à Mariupol, ne veut pas se barricader ou se cacher ou même risquer de faire tuer des gens qui sont désormais des citoyens russes et qui ont d'ailleurs été évacués, qui ont été logés dans de bonnes conditions du côté russe de la région de Kherson. Autre remarque que l'on peut faire, eh bien, c'est que depuis le début, nous l'avons vu, les Russes font une autre guerre qui n'a jamais été faite, de conquérir un territoire de la taille de la France avec à l'origine seulement 120 000, 150 000 hommes et aujourd'hui entre 500 et 600 000. Et donc ils font tout simplement une autre guerre qui vise à préserver la capacité de manœuvre à tout prix et donc qui ne veut pas faire en fait une forteresse, comme je l'ai dit, dans la ville de Kherson. Donc ça, c'est, je dirais, des considérations globales, tactiques et stratégiques. La Russie aurait pu conserver Kherson, mais ça lui aurait immobilisé énormément de troupes, ça lui aurait coûté de grosses pertes humaines et matérielles, et surtout la logistique, c'est ce qu'explique Sorovikin, serait devenue de plus compliquée avec l'arrivée de l'hiver, le gel, puisque les ponts, les deux ponts qui permettent de passer sur la rive droite, eh bien, sont bombardés en permanence par les Kieviens, donc la logistique est difficile, et surtout, il y avait le risque que Kiev finisse par détruire le pont de Novaya Kharkovka, donc ce fameux barrage électrique dont on a déjà parlé, ce qui aurait provoqué eh bien, la fin de l'approvisionnement du canal de Crimée Nord, donc qui ramène l'eau du Dniepr en Crimée, et puis une inondation de toute une partie des rives du Dniepr, et donc des difficultés d'approvisionnement tout au long de cette ligne. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision a été prise par le général Sourovikine. Donc désormais, contrairement aux autres décisions qui ont été très critiquées par les blogueurs, les correspondants de guerre, etc., maintenant, il y a un responsable qui prend la décision et qui assume la responsabilité. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux passé, alors que c'est quand même bien plus grave que d'abandonner Krasny Liman ou Izium. C'est beaucoup mieux passé parce que ça a été dit en plus en présence du ministère de la Défense, Sergei Shoigu, qui a donné son aval. Et ceux qui avaient critiqué la défense de Krasny Liman, Ramzan Kadyrov, le chef de Wagner, Prigogine, et d'autres correspondants de guerre, ont tous approuvé cette décision en disant que c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable. Donc ça veut dire qu'au sein de la société russe, on commence à comprendre comment fonctionne la guerre. Et qu'il y a des moments, c'est bien de défendre des symboles, mais il vaut mieux préserver l'outil militaire, il vaut mieux préserver les vies, pour pouvoir gagner la guerre. Le but, c'est de détruire l'armée adverse et de la déstabiliser, pour la pousser en fait à la défaite. Et c'est ce que veut faire l'armée russe. Une autre raison aussi, c'est que je pense, comme je l'ai dit, que la réserve n'est pas encore totalement prête et qu'il faudra un bon mois encore pour qu'elle soit prête. Au moins, on va dire à 80%. Hein. Il reste encore 239 000 mobilisés à former et à injecter dans l'armée actuellement au combat. Quelles conséquences ça a maintenant du point de vue stratégique? Alors, pour Kiev, il faut le reconnaître, c'est une victoire politique et stratégique. Victoire politique parce que, comme je l'avais dit jusqu'à présent, eh bien, tout ce qu'ils avaient récupéré, c'est Izium, 45 000 habitants. D'ailleurs, aujourd'hui,
quasiment plus y avoir personne qui y habite. Et Krasny Liman, c'était certes un nœud ferroviaire important, mais bon, 15 000 habitants. Et surtout, les troupes otano-kieviennes ont été bloquées depuis et visiblement ne pourront pas percer jusqu'à Kremenno et encore moins jusqu'à Lysychansk et Severodonetsk, pour d'autres raisons d'ailleurs qu'on verra sur la carte militaire. Donc là, c'est une vraie victoire, d'autant plus que c'était la pointe d'effort principale, hein, je l'ai dit depuis le début, notamment quand j'ai fait cette vidéo sur la débâcle ukrainienne à Kherson, ça devait être fin août, et en fait, Kiev a subi des débâcles dans cette région jusqu'à hier en fait, c'est-à-dire qu'hier matin, Kiev avait encore lancé une offensive. Là, il y avait quand même 3 groupes tactiques, donc ça fait entre 1800 et 2000 hommes. Et donc, ces 3 groupes tactiques ont attaqué dans la région de Kherson et ont été détruits. Mais malgré tout, les Russes ont décidé d'abandonner la ville de Kherson. Donc finalement, on est dans une situation assez semblable à celle de l'évacuation des troupes russes du nord de Kiev en début avril, ou du nord de Kharkov au mois de septembre, hein, puisque autant à l'est il y avait eu une offensive ukrainienne, autant au nord il n'y avait pas d'offensive. Et l'armée russe s'est quand même repliée. Donc voilà, donc c'est une victoire politique, et c'est une victoire stratégique parce que, contrairement à ce que j'espérais, eh bien, les Russes ne pourront pas utiliser cette tête de pont dans la rive droite du Dniepr pour prendre d'assaut Nikolaïev et Odessa. Et ça veut dire que si les Russes veulent attaquer par cette direction, mais je ne pense pas que ce soit le plan, ils devront de nouveau franchir le Dniepr. Et ça, c'est extrêmement compliqué. L'armée rouge l'a fait durant le deuxième semestre 1943 contre l'armée allemande. Il devait y avoir 1,5 million d'hommes à vérifier côté soviétique et un peu moins d'1 million côté allemand. Et ça a coûté entre 400 et 900 000 morts côté russe et des centaines de milliers côté allemand. Donc c'était pas la même taille pour les armées, mais c'était reprendre une tête de pont sur la rive droite du Dniepr sera extrêmement compliqué, mais encore une fois, on va y revenir, je pense pas que ce soit vraiment au programme pour les Russes. Il y a quand même quelques petites choses qui m'ont laissé perplexe, quelques interrogations vis-à-vis de cet abandon de la ville de Kherson. Bon, la première chose, je vous l'ai dit, c'est que en fait, ça intervient après plus de 2 mois d'extermination régulière des forces ukrainiennes, otano-kieviennes plus exactement, sur toute cette ligne de front. Donc pourquoi abandonner une ville qui est bien défendue et qui fait s'écraser la défense ukrainienne dessus? Bon, je pense que j'ai donné les raisons. Les Russes voient à moyen terme et ne veulent pas prendre de risques du point de vue de l'outil humain et militaire. Ça, c'en est une autre chose. Une des raisons aussi qui a été évoquée, c'est que les Russes auraient fait ça pour démarrer des négociations. Moi, honnêtement, je n'y crois pas. Ça a été évoqué donc avant, bien sûr, la décision russe d'abandonner Kherson. Ça a été évoqué dans le Wall Street Journal, qui a dit qu'il y avait des communications entre le conseiller de Trump, Sullivan, et le conseiller de Poutine, Patrouchev. Et ce qui ne m'étonne pas, Sullivan a confirmé en disant qu'il y avait des connexions en permanence pour éviter l'ascension, la montée aux extrêmes du point de vue nucléaire. Ce qui veut dire d'ailleurs que la stratégie russe de porter le risque de bombes sales nucléaires jusqu'au plus haut niveau, de porter ça jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, a fonctionné. Visiblement, les ardeurs kieviennes d'utiliser ce genre d'armes ont été rabaissées. Donc ça, c'est plutôt une bonne solution. D'un autre côté, la diplomatie russe a dit qu'il n'y avait pas de discussion avec Washington au sujet de l'Ukraine. Bon, cela dit, c'est la diplomatie russe. Contrairement à la diplomatie macronienne, on ne communique pas en direct aux journalistes ce qu'on est en train de faire. Comme je l'ai dit, ce conflit, cette guerre entre l'OTAN et la Russie, se terminera par une négociation entre les deux chefs, c'est-à-dire Moscou et Washington. Et de toute manière, pour l'instant, Washington, c'est plutôt une bonne opération pour eux, parce que ça a mis à genoux l'économie européenne, ça a détruit l'euro qui est en train de devenir une monnaie de réserve, et c'est en train de détruire
l'industrie allemande qui est en fait l'industrie européenne. Donc voilà, Washington a déjà, quoi qu'il arrive, a déjà en partie gagné, pas contre la Russie, mais contre l'Union européenne. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement des contacts permanents entre Moscou et Washington, mais je ne pense pas que tout ça ce soit dans le cadre de début de négociations. J'ai même plutôt l'impression que c'est l'inverse, puisque Vladimir Poutine, et on en a encore parlé aujourd'hui dans les médias russes, a mis en place un conseil de coordination pour passer, je dirais pas une économie de guerre, parce que malgré tout, les ressources qui sont données dans cette guerre contre l'OTAN sont relativement limitées, et on a mobilisé que 300 000 sur, je sais pas, 25 ou 28 millions de Russes mobilisables. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, cela dit, il y a tout un système de coordination pour permettre à l'armée d'être dotée de tout ce dont elle a besoin du point de vue de l'équipement, de réparation des chars, etc. Il y a tout un système qui est réorganisé un peu sur ce qu'on avait vu pour la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, même le fait même que ça existe, ça fait plaisir aux Russes, ça les rassure. Et surtout, Vladimir Poutine a confié ça au Premier ministre Mishustin. Et c'est pas Elisabeth Borne. Je peux vous dire qu'avec Mishustin, ça va fonctionner et que ça va marcher. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait des négociations en cours. La deuxième chose aussi qui m'a surpris, c'est que contrairement donc, à ce qui s'était passé au nord de Kiev en avril et au nord de Kharkov en septembre, là, les Russes sont partis et tout d'un coup, on a les Kieviens et tout le monde a découvert qu'ils étaient partis et c'est là où les troupes kieviennes sont avancées. Donc, ça n'a pas été le cas à l'est où là il y avait une offensive, mais au nord de Kiev et au nord de Kharkov, les Russes sont partis sans le dire et après ils ont annoncé oui, finalement on est parti. Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que publiquement, l'état-major russe, donc Sourovikine, qui est le chef d'état-major, annonce que l'armée russe va organiser une opération de retrait de Kherson. Et là, je me suis dit, mais c'est extrêmement dangereux, vous annoncez pas que vous allez vous replier parce que du coup, l'ennemi, pour essayer d'exploiter au maximum ce qui semble être sa victoire, va lancer une offensive pour vous encercler, vous détruire vos moyens de retrait, etc., etc., etc. Et ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est la réaction des Kieviens. La réaction a été de dire « les Russes sont en train de bluffer ». Et les Kieviens disent ça. Quand je dis les Kieviens, c'est Zelensky il y a 15 jours, c'est le porte-parole de l'armée ukrainienne il y a une semaine, c'est hier et aujourd'hui, c'était conseiller de Zelensky Podolyak, c'était le gouverneur de Kim, donc de la région de Nikolaïev, donc il a dit qu'on peut, si les Russes disent une chose, c'est qu'ils vont en faire une autre. C'est-à-dire que les Kieviens refusent de croire que les Russes abandonnent purement et simplement cette ville. Alors à ça, je vois plusieurs explications. La première, c'est qu'en fait, les Russes le font exprès, même si je pense qu'ils vont quand même abandonner la ville, mais pour inciter les Kieviens à lancer l'assaut pour continuer à faire ce qu'ils font depuis quasiment 3 mois, c'est-à-dire de détruire dans la steppe les forces, ce qui reste des forces kieviennes. Ça, c'est tout à fait possible. Et je pense aussi que finalement, les Kieviens sont bien embarrassés, parce qu'une fois qu'ils auront récupéré Kherson, ça fait une ville de 250 000 habitants, alors même si à mon avis, il ne restera que quelques dizaines, dont il va falloir s'occuper, chauffer, approvisionner, défendre. Donc ça va immobiliser des ressources. Et surtout, Kiev n'a absolument pas les moyens, comme je l'ai dit, de franchir le Dniepr. Et je pense qu'ils ne les auront jamais. Donc en fait, ça va au contraire révéler la difficulté pour le régime kievien, qui finalement, d'après, encore une fois, de ce qu'on voit des réactions, c'était bien fait à l'idée d'avoir une ligne de front là où elle est, de faire des tentatives régulières d'offensive en espérant qu'un jour ça passe, de récupérer un ou deux villages. Et pas du tout d'avoir à se redéployer, de mobiliser des troupes à cet endroit, alors qu'en fait il y a une crise du recrutement, hein, encore une fois, 8e vague de mobilisation, c'est même pas ce qu'ils vont trouver à mobiliser. Donc voilà. Donc j'ai pas de réponse à toutes ces interrogations. Je pense pas qu'il y ait des négociations. Je ne sais pas ce que veut faire la Russie exactement en annonçant en avance qu'elle va faire une opération de retrait, ce qui pour moi est risqué. Et 3, les responsables ukrainiens n'y croient pas. Ils ont dit nous allons observer ce qu'ils vont faire, etc. Et contrairement à ce que je croyais, je me suis dit ce matin il va y avoir une offensive au petit matin, là, à 5h, 6h du matin. Ils vont lancer une offensive pour pousser les Russes. Non, pas du tout. Quelques petites escarmouches. Les Russes ont continué à bombarder et à détruire des troupes ukrainiennes, comme ils font depuis plus de 2 mois, depuis mi-août. Donc voilà.
voilà ces constatations que je pense que tout le monde a fait et je n'ai pas de réelle explication, mais peut-être qu'on en aura la semaine prochaine. Voilà, dans l'immédiat, on passe rapidement sur la carte militaire parce que, eh bien, il se passe des choses et pas seulement à Kherson. Voilà la carte militaire. Donc, ce que je vous montre ici, donc dans la région de Kherson, c'est la ligne de front, là où elle sera lorsque les Russes se seront retirés sur la rive gauche du Dniepr. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est pour information. Ce qui, je pense, est important de souligner quand même, c'est que donc hier matin, il y a eu 3 offensives qui ont été lancées par les Ukrainiens à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et toutes ont été détruites. Donc encore une fois, l'armée russe ne se retire pas sous la contrainte d'une offensive ukrainienne, mais parce que en fait, elle préfère garantir la sécurité de ses troupes derrière le Dniepr. Donc voilà à quoi ressemblera le front. Je ne sais pas combien de temps va durer la retraite, mais les Russes semblent y être bien préparés. Du côté d'Energodar, on n'a pas eu de tentative de débarquement. C'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est que de ce côté gauche du Dniepr, l'armée russe va être tranquille pour préparer ses futures offensives d'hiver, je l'espère. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir un front ici qui va faire 276 km à peu près derrière le Dniepr. Donc ça va être extrêmement confortable pour les Russes pour y appliquer des feux. D'autant plus que, comme on le voit, à partir d'ici, de ce côté du Dniepr, ils peuvent tranquillement taper avec leur artillerie, avec les roquettes, les Smerch, l'ouragan, jusqu'à peu près à cet endroit-là. Donc en fait, ils sont à l'abri derrière le Dniepr, et étant donné les ressources qu'ils ont au niveau munitions, au niveau artillerie, ils peuvent encore infliger de gros dégâts sur les troupes otano-kieviennes. Parmi les buts qu'on peut prévoir pour la Russie, les offensives, donc ça je les avais évoqués, mais je pensais que les Russes donneraient la priorité à Odessa, mais bon, ce ne sera pas le cas. Donc ça va être Zaporozhye, donc ça je pense que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. La libération de Zaporozhye qui maintenant, comme on le voit ici, fait partie du territoire russe. Et je pense qu'immédiatement après, ça peut être aller vers Nikopol, puisque c'est à partir de Nikopol que les Kieviens bombardent la centrale nucléaire d'Energodar. Donc le fait de prendre tout ce territoire-là permettrait aux Russes de relancer la centrale d'Energodar. Et ensuite, de revenir vers Odessa, non pas en franchissant le Dniepr une nouvelle fois, mais en descendant le long de la rive droite du Dniepr, Nikolaïev, Odessa. Donc voilà, donc la prise d'Odessa n'est pas remise en cause et je pense qu'on va aller de l'avant. Autre offensive possible, eh bien c'est de nouveau, comme on a eu en février de cette année, une descente sud-nord, soit englobant Kharkov, donc qui est déjà dans une situation extrêmement difficile puisqu'il n'y a plus d'électricité, soit dans une offensive nord-sud le long de la rivière Donetsk pour encercler les troupes qui se sont avancées jusqu'à Krasny Liman, qui est à peu près à cet endroit-là. Donc ça, on pourra voir ça. Et puis, on a toujours, encore une fois, depuis le début, l'effort principal, le Schwerpunkt russe, qui est la libération de la République populaire de Donetsk. Donc il y a encore tout de même toute cette partie-là à libérer, sur toute cette partie-là qui a déjà été libérée. On en est là. Et là, l'effort, en fait, n'a jamais cessé, et la ligne Maginot, petit à petit, est enfoncée. Donc on a encore eu des progrès depuis notre dernier bulletin. La localité de Pavlovka a été libérée aujourd'hui, où je tourne cette vidéo. Donc Vuhledar devrait tomber. Novomikhailovka aussi serait sur le point de tomber, j'ai pas de certitude, donc j'ai laissé là. Et donc ça avance aussi du côté de Marinka. Donc en fait, là on est vraiment dans, encore une fois, ce que j'ai appelé la ligne Maginot. Donc c'est des avancées qui sont significatives. Autour d'Avdiivka aussi, tous les derniers bastions autour de l'aéroport de Donetsk ont été libérés par les troupes russes. Opitné, c'est pas très clair, mais a priori, Vodiane, ça a été bien pris par les troupes russes. Et elles avancent. Ici, j'ai rien entendu de particulier. En revanche, là, du côté de Bakhmout-Artemievsk, les troupes russes continuent à avancer. Elles sont à l'intérieur. On a eu des images à l'intérieur de Bakhmout. Où exactement, ce qu'elles font exactement, c'est pas trop. Il y a eu une interview d'un combattant de Wagner sur le front de Bakhmout-Artemievsk qui expliquait qu'en fait, ils peuvent rentrer quand ils veulent, mais ce qui les intéresse surtout, c'est d'encercler cette forteresse, voilà, que j'ai dessinée en bleu. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est que cette ligne bleue. C'est moi en fait qui l'ai dessinée pour désigner un point d'appui ukrainien. Et sur Soledar aussi ça avance, mais rien de précis. Donc je laisse pareil la ligne de front à cet endroit-là. En revanche,
Ici, ce qui est important, c'est que les Russes ont pris Belogorovka. Voilà, ici. Donc ils avaient essayé, on s'en souvient, c'était au printemps, de traverser à cet endroit-là, la rivière Severs, ça avait échoué. Et là, en revanche, ils l'ont prise par la terre, ce qui veut dire que la prise de Lysychansk ou de Severodonetsk par les troupes ukro-nazies est peu probable. Hein. En gros, la prise de Krasny Liman n'aura pas eu de conséquences stratégiques significatives. Les troupes otano-kieviennes ont été incapables de l'exploiter, et maintenant c'est Seversk qui est en danger. Un Seversk, c'est dans une cuvette. Donc si les Russes continuent à pouvoir progresser comme ça, eh bien on est bien parti. Et là, on va arriver directement sur Slaviansk, Kramatorsk. Donc là, ici, on est plutôt pas mal. On arrive sur le front de Lugansk, pourrait-on dire. Hein. Donc là, je rappelle, c'est la nouvelle frontière russe, ici en vert, donc qui est également la frontière de la région de Lugansk. Et pour l'instant, le front russe tient bien. Des attaques tous les jours. À chaque fois, ça se termine en carnage pour les troupes otano-kieviennes, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, d'après le renseignement militaire, plus otano que kieviennes. Et une surreprésentation des Polonais. Il est possible qu'à terme, les pertes polonaises ici finissent par avoir des conséquences au niveau de la population polonaise. Parce que là, visiblement, on est en train de taper dans les centaines de morts. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ici, plutôt calme. Voilà, en gros, on a fait le tour. Il n'y a pas besoin de s'apesantir énormément sur cette situation. Je vais retirer la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où on en est au 10 novembre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à venir nous aider, on en a besoin. N'hésitez pas également à vous inscrire sur tous nos médias. N'hésitez pas à recopier cette vidéo et à la publier où vous voulez. N'hésitez pas à acquérir le livre noir de la gauche française. Il y a un chapitre, la gauche française et la guerre, la gauche française et la répression, et vous lirez, comme dans un livre, c'est le cas de le dire, eh bien, ce que fait Emmanuel Macron, pourquoi il le fait. Notamment sur la répression, on a eu le préfet allemand, je parlais des gilets jaunes au début de cette vidéo, le préfet allemand qui a quasiment validé l'utilisation des armes à feu contre les manifestants qui, bien sûr, n'auront pas manqué de descendre dans la rue pour protester, je l'espère, contre Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas d'aller manifester contre Total, ça c'est une manipulation de la CGT. Il faut vraiment que les manifestants, entre guillemets, visent la tête et donc s'attaquent à Macron et à sa sale guerre. Comme l'a dit d'ailleurs, pour une fois je vais dire du bien, du général de Villiers, cette guerre n'est pas celle de l'Europe et surtout pas celle de la France. Peut-être celle des États-Unis. Moi, je dis oui, surtout celle des États-Unis. Les guerres de l'OTAN, de toute manière, ne sont que celles des États-Unis. Voilà.